Alexia Laroche-Joubert, on va parler de vos succès, de vos projets, mais auparavant, on a une petite surprise pour vous. On va écouter quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Patrick Laroche-Joubert. Alexia, ma chérie, tu vas croire que je te poursuis, d'autant plus que je vais te répéter des questions que mon expérience dans les groupes américains m'a paru comme essentielles. Les deux questions sont les suivantes. Où en es-tu de ta réflexion sur les méthodes dans ta société ALP? Où en es-tu aussi sur ta réflexion sur le long terme, dont tu sais que je pense que c'est une réflexion essentielle pour pérenniser et développer une société. Voilà mes deux questions, donc méthode et long terme. Alexia Laroche-Joubert, votre papa est un grand publicitaire, quand même, il faut le rappeler. Papa est un grand publicitaire et on parle souvent de ma maman qui est une grande journaliste, mais en fin de compte, je suis issue des deux et mon père est probablement le meilleur coach que j'ai eu. Alors, sur la méthodologie, je fais mes réunions parce qu'en fin de compte, papa me dit il faut structurer, être méthodique, constamment challenger les gens, faire des réunions avec des points d'étape, etc., etc. Donc, j'essaie de le faire. Déjà, j'ai ma réunion du lundi où je briefe toutes mes équipes, donc je suis à peu près bonne sur la méthodologie. Sur l'avenir, alors ça, c'est très compliqué, parce qu'en fin de compte, c'est quasiment, on en revient au début de notre conversation, le monde de l'audiovisuel bougeant tellement vite qu'il est compliqué d'être visionnaire. C'est-à-dire qu'on est opportuniste, oui, on est réactif, oui, visionnaire, moi, je n'ai pas cette prétention-là. Je regarde un peu où il faut bouger et j'essaie de tenir une stratégie de déjà bien faire ce que j'ai en route. Et quand on parle des 20 ans de Koh-Lanta ou des 32 ans de Fort Boyard, c'est déjà un pari. Et d'être dans la mouvance sociologique. En fait, quand d'être trop en avance en télé, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne vous comprend pas. Il faut vraiment qu'on s'inscrive. Quand on lance, par exemple, quand je lance Love Story, j'explique à tous les journalistes que je sens organiquement que je suis dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et en fin de compte, on était dans la manifestation de ce qu'il y avait eu précédemment, c'est-à-dire l'apparition des webcams. Et donc, on était dans une mouvance sociologique, mais on était à point nommé. C'est ça qui est compliqué. Être trop visionnaire chez nous, c'est compliqué. Et comment vous répondez aux nouvelles habitudes de consommation? Parce que moi, j'ai 3 spécimens à la maison qui ont moins de 10 ans. Et alors, leur expliquer qu'il y a un horaire pour regarder une émission et qu'il faut s'y rendre, il y a un seul secteur dans lequel c'est le cas, et Jean-François l'évoquait tout à l'heure, c'est le sport. Parce que le match, la Champions League, c'est à 21h et c'est pas après, c'est pas avant. Et si on a raté, on a loupé. Et on a tellement de moyens d'info d'avoir le score que c'est moins intéressant. Donc le sport reste celui où en fait ce sont des rendez-vous très rythmés. Mais sinon, c'est un rapport au temps, un rapport à la consommation qui est très différent. Et comment ça drive justement la stratégie long terme? Alors, la liberté de consommation, c'est un élément qui est dans toutes les industries. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas dans l'audiovisuel. Et donc, ce qu'offrent les plateformes et ce qu'offrent aussi les replays des chaînes de télévision, c'est cette liberté-là. Donc, alors déjà, moi, sur mes enfants, de toute façon, ils ne me demandent plus mon avis, donc je ne les gère plus. Mais sinon, je trouve que le principe ce qui est intéressant, c'est comment... Alors, pardon, je vais essayer de répondre à votre question, je réfléchis en même temps. J'ai été confrontée, je travaille avec Amazon et Netflix. Et à un moment, ils m'ont parlé du principe de binger. Binger, c'est-à-dire qu'on regarde un épisode, puis on enchaîne avec l'envie d'en voir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Il s'avère que, dans leurs statistiques, si le téléspectateur, enfin leurs subscribers, ne regarde pas le quatrième, c'est un échec. Donc, en fin de compte, la jonction du 3e au 4e est cruciale. Donc, par exemple, ça, c'est des informations que nous, on absorbe et on travaille différemment. Ce qui est intéressant aussi dans les plateformes, c'est qu'on n'a pas cette notion d'horaire. En France, on a un problème, c'est qu'on fait des programmes extrêmement longs, contrairement aux anglo-saxons. On fait 120 minutes pour un prime, c'est extrêmement long. Alors que les plateformes ont la liberté de vous dire, vous faites 45 minutes si vous pensez que c'est bien, vous pouvez faire 90 minutes si vous pensez que c'est bien. Ça, c'est très agréable en tant que producteur. Mais alors justement, comment est-ce qu'on adapte les programmes? Bon, Koh-Lanta, on le disait, a fêté ses 20 ans. Hein. Donc on pourrait revenir sur les ressorts de succès. Si aujourd'hui vous deviez faire Koh-Lanta, est-ce que vous l'imaginerez, vous le feriez différemment? Déjà, je ne le ferai pas en plein Covid. Oui, bon, enfin, mettons le Covid à part, mais bon, voilà. Pas vendu. Est-ce que vous imagineriez un autre concept?
pour justement s'adapter aux plateformes. C'est tellement compliqué parce que quand j'ai pris les rênes de Koh-Lanta il y a 5 ans, enfin, je suis arrivée et par principe, j'observe et après, j'essaie par toutes petites touches. Moi, je dis toujours, ces grands barnums comme ça, c'est comme le Titanic. Si vous tournez un peu trop pas droite, l'iceberg est pas loin. Donc, il faut faire très attention et respecter le travail des gens qui connaissent le programme. Je ne sais pas comment je ferais. Je pense que c'est de la haute horlogerie. Personne ne s'en rend compte, mais Koh-Lanta, c'est 1 an et demi de préparation, 8 mois de casting, 300 personnes sur le tournage, des mois et des mois de post-production. Enfin, quand vous parliez de problèmes climatiques, moi, par exemple, les problèmes climatiques, je le sens depuis 3 ans. J'ai des problèmes sur les zones où je peux tourner, parce qu'il y a des transferts climatiques avec des typhons, des choses comme ça. Donc, je dois faire évoluer mes périodes de tournage. Donc, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sanitaires. Enfin, voilà. Donc, c'est tellement gros que lancer un programme comme Koh-Lanta maintenant, je trouve ça déraisonnable. Moi, je pense plutôt à cette stratégie qui a participé au succès de Koh-Lanta, qui est la fidélisation de familles entières autour du programme. Comment est-ce qu'on fait quand les jeunes ne regardent plus la télé ? Alors ça a été la grande surprise du confinement. Alors j'ai reparlé de mes filles. Moi j'ai 2 filles qui, quand j'ai pris Koh-Lanta, elles m'en ont jamais parlé. Ça les intéressait pas du tout. En l'occurrence, j'avais lancé les Marseillais, les Ch'tis et tous ces programmes-là, ou le Zoo, pour ma plus jeune. Ça, elles aimaient beaucoup. Et le confinement a fait que d'un seul coup, on a été, par un hasard de timing, le seul programme frais, c'est-à-dire la seule nouveauté qu'on pouvait proposer aux téléspectateurs en période de Covid. Et en l'occurrence, comme tout le monde était un peu, entre guillemets, enfermé chez soi, il y avait un effet famille, un besoin d'évasion qu'on vivait en famille. Et pour la première fois, on a réuni un public extrêmement volatile, que sont les ados, les 15-24. Et donc, on est en constante augmentation sur les 15-24. Pourquoi, je pense ? Déjà parce que on a des valeurs, et ça c'est vrai sur les fondamentaux qui fonctionnent aussi sur les jeunes, que parce qu'ils ont été nombreux à les regarder, ils en parlent à l'école, et ça on sait que c'est un vecteur important pour nous d'audience. Et puis peut-être aussi, ça j'espère que c'est un peu ma touche, moi j'adore les ados, ça fait des années que je parle avec tous mes programmes aux ados, et on fait attention à toujours avoir un élément dans lequel ils se retrouvent avec ce qu'on appelle le mirror effect. Et alors, la question qui brûle les lèvres de tous les fans de Koh-Lanta, c'était le vendredi soir. Oui. Pourquoi et mardi ? là, c'est le mardi. Si je ne pose pas cette question, voilà. Dans tous mes dîners, on m'a dit tu reçois Alexia Laroche-Joubert. Il faut absolument que tu lui poses cette question. Non, mais surtout, c'est gentil de me la poser parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté. Ils ne m'ont pas posé la question. Moi, je la pose. Alors, déjà, il faut savoir que c'est le choix du roi. Bah oui. C'est-à-dire que c'est la seule chose sur laquelle le producteur n'a pas la main, c'est-à-dire l'horaire de diffusion et le jour de diffusion, ça appartient à TF1. En l'occurrence, il m'en avait déjà parlé, j'avais refusé sur un anonyme et je leur avais dit si un jour vous voulez envisager, ça ne peut être que sur un légende, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les all-stars, avec des gens qui sont connus. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont besoin, et ça revient aussi à une conversation qu'on a eue tout à l'heure, il y a pénurie de fiction. Ça coûte très cher et la fiction américaine, en l'occurrence qui était la case du mardi, elle est maintenant soit trop ciblée, donc avec des fictions qui ne fonctionnent que sur un petit ciblage de personnes, soit elles sont déjà accaparées par d'autres studios, donc ils n'ont plus les moyens de les avoir. Donc il fallait qu'ils ouvrent une case de ce qu'on appelle divertissement, et quel meilleur programme pour ouvrir une case ? C'est le plus fort, Koh-Lanta. Pas mieux. Parfait. Peut-être un mot encore là. Peut-être un mot. Alors, en 30 secondes, comment est-ce que vous voyez, alors c'est dur en 30 secondes, mais quelle tendance vous anticipez pour les années à venir ? Vous parlez en télé ? Oui. Ah, j'en sais rien. C'est ce que je vous disais. C'est compliqué. Non, mais je ne suis pas une visionnaire. Et en plus, je pense qu'il y a des gens qui font des études et tout ça, et ils sont très bons. Moi, je suis une organique, je suis une instinctive. À un moment, on me dit d'aller à droite et je vais à gauche. Eh ben, c'est peut-être ça la clé du succès, Voilà. en fait. C'est peut-être ça, anticiper les tendances. Hein. Voilà, durée. Jean-François Rial, on parle tourisme et on a aussi une surprise pour vous. Il n'y a pas de raison. Hein. On sait que Voyageurs du Monde a un double positionnement, voyage sur mesure, voyage d'aventure. Il y a quelqu'un qui n'est pas franchement sur ce créneau, mais il a quand même guidé vos choix. Bonjour Jean-François. L'activité long courrier a été quasiment inexistante pendant la saison 2021. L'Europe a explosé, une grosse augmentation, et en particulier la destination France. 5e destination de voyageurs, première destination de terre-aventure. Est-ce l'occasion de renforcer le service réceptif France et qui peut devenir une destination majeure afin d'augmenter le nombre de touristes en France en 2023, en 2022, 2023 et 2024 ?
Réponse à Jacques Maillot. Oui, Jacques m'a beaucoup inspiré parce que Jacques était un entrepreneur extrêmement engagé. Extrêmement engagé. Et deux choses qui m'ont inspiré chez lui, c'est son côté extrêmement engagé, hein, le droit au voyage, etc. Puis moi, quand j'étais jeune, il m'a fait rêver, hein, quand je voyais ces prix de vol sec sur le Pérou, pas cher, que je prenais mon gros catalogue de Nouvelles Frontières. Il a participé à faire de moi ce que je suis devenu. Puis la deuxième chose, c'est que c'était un formidable communicant, quoi. Alors moi, je trouve que je communique beaucoup aussi sur Voyageurs, mais il m'a inspiré pas mal là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas, hein, ces choses-là. Hein. On est naturellement communicant ou pas. Mais sur ces deux sujets-là, on a vraiment beaucoup de points communs. Alors, pour répondre à sa question, je dirais qu'à partir du moment où notre clientèle internationale devient de plus en plus importante, non française, hein, elle achète évidemment plus de France que les Français, donc la France va forcément monter en puissance. On ne peut pas aller beaucoup plus loin sur notre production, parce qu'on sur nos deux angles, aventure et sur mesure, on fait tout. Donc, on est allé très loin depuis plusieurs années là-dessus. Mais effectivement, on a de plus en plus de clients américains, de clients canadiens, de clients brésiliens. Donc ceux-là, ils achètent de la France sur mesure ou du vélo. On fait beaucoup de vélo en France avec l'aventure. Mais est-ce que ça deviendra une destination plus importante? Oui. Très importante? Non. Et est-ce qu'on contribuera à monter aux 100 millions de touristes? Non, parce que nous, on est sur deux niches très pointues et on n'est pas sur des logiques de volume. Et sur la question sur les longs courriers, est-ce que, au fond, l'idée de se dire on peut vous emmener à 8 ou 10 000 km, mais en fait, on fera plus ça sur 10 jours, c'est plutôt des temps plus longs. Parce que voilà, quand on fait beaucoup de kilomètres, vous disiez tout à l'heure, voilà, la taxe carbone, si on met 6 000 km Paris-New York, c'est 150 € de taxe carbone. Si je vous en fais faire 10 000, pour 10 jours, c'est un peu cher en carbone. Et donc, voilà, c'est 15 jours, c'est 3 semaines. Mais c'est ce rapport aussi à la temporalité du voyage. Alors, on ne l'imposera pas, nous, Benjamin, mais c'est extrêmement souhaitable et on le pousse. D'ailleurs, depuis 2 ans, avant le Covid déjà, la tendance à la réduction du nombre de jours de voyage en long courrier qu'on vivait depuis 15 ans, elle s'était inversée. C'est-à-dire que ça y est, on avait atteint la courbe basse et on remontait. Mais il est évident que moi, je donne toujours 2 conseils à ceux qui voyagent loin. Hein. Partez plus longtemps et restez plus longtemps dans les étapes dans lesquelles vous allez. Arrêtez de consommer des étapes, quoi. Arrêtez de faire Afrique du Sud, Botswana, Zimbabwe en 13 jours. Il n'y a rien de plus idiot. Faites-vous 3 étapes, pénétrez les lieux, flânez dans les lieux, comprenez-les, revenez-y même, je dirais. Moi, je suis un répétiteur des pays que j'aime, parce que c'est la meilleure façon d'approfondir et de comprendre. Mais effectivement, ce que vous dites est très juste. Je pense que la taxe carbone et la prise de conscience écologique va augmenter la durée des voyages long courrier et va en baisser la fréquence. C'est certain. Mais est-ce que certaines destinations pourraient être abandonnées? Je pense pas. Non, il n'y a pas de raison d'abandonner certaines destinations. En tout cas, pas pour ces raisons-là. Ça a pu nous arriver dans le passé quand des pays mettaient en place des politiques touristiques qui étaient au détriment de leur population locale et qui dépassaient les populations locales, comme ça a été le cas en Birmanie, par exemple, il y a 25 ans. Mais non. Non, je ne vois pas pourquoi. Encore une fois, moi, je ne crois pas du tout à l'histoire des quotas, à l'histoire des interdictions. Ça, c'est l'écologie punitive, c'est l'écologie des ringards. Personne n'achètera ça. Moi, je crois à l'écologie des solutions, à l'écologie joyeuse, mais par contre, à l'écologie incontournable. Ça, oui. Et donc, si vous voyagez en Nouvelle-Zélande et que vous voulez y aller 3 jours, je vous le déconseille vivement. Je ne vous l'interdis pas, mais je ne suis pas défavorable à ce que votre taxe carbone soit non seulement calculé plein pot, mais soit triplé. Ça me paraît pas mal. La destination France qu'évoquait Jacques Maillot dans son intervention. Vous avez la double casquette voyageur du monde et président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Il y a une échéance qui se rapproche, qui est 2024, les Jeux Olympiques. Comment, au fond, ça peut d'abord aider l'Île-de-France, où vous disiez très justement qu'il y a énormément de salariés qui dépendent du tourisme, énormément de culture. Est-ce que c'est une étape qui peut permettre de structurer les choses? En tout cas, comment est-ce que vous le voyez dans la durée? Alors, c'est une question très intéressante. J'en parlais hier, d'ailleurs, dans le conseil d'administration de l'Office du tourisme, où les gens ont des idées qui ne sont pas les bonnes sur ce qui se passe. D'abord, il faut avoir conscience d'un truc. C'est quand vous avez des Jeux Olympiques dans un pays, ça fait baisser le tourisme. Voilà. Donc déjà, on va commencer par ça.
C'est totalement Les gens évitent la contre-intuitif. destination. Ben oui, parce qu'ils considèrent que ça va être pénible et trop cher. Bon. Et en plus, ils le font sur toute l'année. Donc au lieu d'être pénalisé un mois, on est pénalisé toute l'année. Alors cette statistique, elle est systématique sur tous les pays. Voilà, c'est simple. Vous prenez 25 ans de Jeux Olympiques, enfin 50 ans de Jeux Olympiques, ou de Coupe du Monde de football, ou Coupe du Monde de rugby, c'est toujours la même chose. Bon. Et on va avoir les deux en plus. Ouais. Voilà. Rugby en 23, les Là, JO en 24. là, ça va être difficile. Croire que ça Oui. va faire monter le nombre de touristes, c'est l'inverse. Bon. Néanmoins, c'est très intéressant, les Jeux Olympiques. C'est très intéressant pour utiliser les Jeux Olympiques comme levier sur les objectifs stratégiques qu'on a. Mais pas pour qu'on les ait pour les Jeux Olympiques, ça c'est ce qu'on va raconter, mais en fait, c'est pour l'avoir tout le temps. Je vous donne un exemple. Il faut plus de services à Paris. Beaucoup plus de services. C'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de toilettes, qu'il n'y ait pas plus de facilité de transport avec des passes pensées, etc., etc. Il va falloir qu'on devienne on est la ville la plus visitée au monde, on va devenir la ville la plus moderne au monde Il en faut en termes de profiter services. pour faciliter justement Augmenter les services. le voyage. Tout à fait. Augmenter l'impact écologique, améliorer l'impact écologique, etc., etc. Faire en sorte qu'on mette de la mobilité sur la Seine qui soit du transport en commun, en bateau électrique, en disant au préfet allemand accepte de nous déroger sur la vitesse, les appontements on va faire, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez mettre du vaporetto à la vénitienne à Paris, en clair, il faut que vous ayez l'accord de Madame Pécresse, l'accord du préfet de Paris, donc de l'État français, et l'accord de la mairie. Donc tous ces gens, ils ont toujours une bonne raison de pas C'est s'entendre. dommage Mais parce vous qu'il y a oubliez pas les de voies bus navigables de stop, hein, France. ouais. Voilà. Et donc tous ces gens ont toujours une bonne raison de ne pas s'entendre. Et ben il faut utiliser le levier des JO pour y arriver. Pour qu'ils s'entendent. Alors moi, Ouais, j'ai vu quand même que vous vouliez répartir le flux des voyageurs, Oui. des touristes à Paris, Oui. moins de touristes à la Tour Eiffel, plus dans le 19e Alors. ou en Ile-de-France, et que vous vouliez mettre du beau partout. Exact. Alors, comment est-ce qu'on incite quelqu'un à aller visiter le 19e arrondissement? Eh bien en lui montrant par la communication de l'Office du tourisme, par exemple par son compte Instagram, par ses emailing, par ses posts. Si vous voulez, on n'a pas besoin de l'Office du tourisme de Paris pour expliquer qu'il y a le Louvre à Paris, qu'il y a la Tour Eiffel et qu'il y a le musée d'Orsay. Ça ne sert à rien. C'est l'argent des adhérents qu'on met à la poubelle. Par contre, expliquer que il y a un petit château dans l'Essonne qui est sympa, que personne ne connaît, qu'il y a des petites ruelles dans le 19e que personne ne connaît, qu'il y a un petit resto sympathique dans lequel il y a beaucoup de Parisiens, etc. Il faut répartir les visiteurs dans l'espace et dans le temps le plus possible. Chez Voyageurs du Monde, j'appelle ça voyager à contre-courant. C'est valable pour Voyageurs du Monde et c'est valable pour Paris. Et On C'est n'est même pas valable pour les obligé. Parisiens, hein, si je peux me Voilà, on n'est pas obligé d'être des hordes idiotes de touristes qui allons tous à la même heure et au même jour et au même moment dans un endroit. Ça, non. Donc, alors, il y a ça répond à la question de Benjamin, de tout à l'heure. La question, c'est pas le volume. La question, c'est comment on répartit ce volume dans le temps et dans l'espace. Pardon, Benjamin. Il y a des zones touristiques internationales à Paris Oui, qui ont une législation particulière parce qu'on peut ouvrir le dimanche. Et exact. ça, c'est important. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de Paris une zone touristique internationale? Parce que quand on dit que la zone touristique internationale, c'est les Champs-Élysées, la Haute Rivoli, On aggrave le etc., problème. on aggrave le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, vous savez quoi, à Paris, c'est Open Sunday à Moi, Paris. je suis totalement Voilà. d'accord avec ça. Et je dirais même que de toute façon, je dirais qu'à partir du moment où on est dans une activité touristique, y compris en dehors de Paris intramuros, on doit pouvoir avoir le droit d'être ouvert le dimanche. Voilà. Pour moi, tout ça, ce sont des règles. C'est comme les musées. Moi, je veux que les musées ouvrent plus. Donc, il y a trop de monde au Louvre. Eh ben, ouvrons plus. Faisons payer plus cher ceux qui veulent nous privatiser ça la nuit. Comme ça, on versera des meilleurs salaires aux salariés et on permettra Oui, bien sûr. aux autres de devenir, etc. Il faut changer tout ça. Il faut dépoussiérer tout ça. Voilà. Moi, je veux que Paris devienne un exemple de la communication institutionnelle d'une destination. Parce que, pour revenir sur le beau, bien sûr, il y a des choses à changer dans Paris sur le beau, évidemment. Hein, la signalétique, les problématiques des poteaux jaunes, les végétalisations d'arbres, tout ça, on va changer. Bon, et j'ai réussi à vraiment bien travailler avec Emmanuel Grégoire là-dessus pour qu'on dépasse ces clivages de ça cache pas, etc. et qu'on soit concret et que le beau soit un élément essentiel de la stratégie de la destination Paris. Bon. Mais ça va au-delà. Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs touristiques dans le monde entier, hein, les pays, les tours opérateurs, les villes, etc.,
Ils adorent communiquer clichés, ringards. Voilà. Ils adorent les clichés et ils adorent les photos qui sont pas belles. Et bien tout ça, on va le changer. Et moi, je voudrais qu'on soit un modèle. Mais c'est ambitieux. Écoutez, soyons un modèle, on l'espère. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois.